Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 18 mai 2019, j'étais l'invité de LCI pour parler des élections européennes qui ont lieu le dimanche 26 mai. Dans cette émission, j'ai expliqué pourquoi le vote de la France Insoumise est le seul vote qui permet d'affronter l'ordre établi et en particulier pourquoi Emmanuel Macron espère avoir un paysage politique à l'issue de l'élection européenne dans laquelle la République En Marche et le Front National seraient au même niveau parce que c'est son adversaire de confort. Le Front National, c'est celui qui lui permet de gagner toutes les élections au deuxième tour, de battre le parti de Marine Le Pen. Donc voilà, j'ai expliqué pourquoi à mon avis voter FN ne servait à rien pour affronter Macron et pourquoi le vote de la France Insoumise était le meilleur choix si on veut mettre une raclée électorale à Macron ce 26 mai. Je vous laisse regarder cette émission et je vous retrouve à la fin. On a le plaisir d'accueillir Antoine Léaumont, qui est le responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez représenter la France Insoumise, bien entendu. Et Pierre-Adrien Bartoli, vous êtes sondeur au département politique et opinion de l'Institut Harris. On va revoir ce que l'on appelle dans le jargon le rolling, c'est-à-dire la photographie du jour de ce Harris Interactive. On vous le disait juste avant de vous quitter, le Rassemblement national creuse l'écart, 24%, 22% pour la République En Marche, petit frémissement du côté de la France Insoumise. Derrière, ça bouge pas vraiment. Europe Écologie Les Verts est à 7%, on en parlera bien sûr dans un instant. L'étiage de 5% est atteint par le Parti Socialiste et Place Publique. Rappelons qu'aujourd'hui, François Hollande a un peu tardivement peut-être appelé à voter pour Raphaël Glucksmann. Et puis derrière, peu de changements. Pierre-Adrien Bartoli, donc vous le voyez, Debout la France, 3,5. Le Parti communiste qui baisse un tout petit peu. Génération de Benoît Hamon également. Les Patriotes sont stables. Et on va voir la queue de classement, et on n'a pas évidemment les 34 listes. Pareil, ça bouge très peu. Et on a toujours ce petit réservoir de 4,5% sur toutes les autres listes. Et là, il y en a une grosse vingtaine, hein, en gros. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement ? D'ailleurs, est-ce que c'est aller un peu vite en besogne que de dire que le Rassemblement national creuse l'écart, ou bien est-ce qu'on est encore un petit peu dans l'épaisseur du trait, là ? C'est la première fois que dans notre enquête, on a cet écart-là. C'est-à-dire qu'au maximum, on avait eu 1 point d'écart. Cette fois-ci, on est à 2 points d'écart, donc l'écart est assez net à ce stade. On n'est plus dans la marge d'erreur. Sauf que la campagne n'est pas finie. Premièrement, la campagne n'est pas finie, et puis deuxièmement, avec des niveaux de mobilisation et de participation aux élections européennes qui sont très bas, et c'est ce qui risque d'arriver à nouveau le week-end prochain, l'enjeu de la mobilisation de chacun des électorats peut très vite faire évoluer ces résultats. Alors, vous parlez justement de cette future abstention qui s'annonce extrêmement importante. On est quoi ? On est où dans les projections ? Toujours aux alentours de 60% d'abstention ? Oui, à peu près. On va être à peu près dans cet ordre-là de grandeur, avec un enjeu très important pour les différentes listes, c'est que c'est une abstention qui va toucher très fortement les jeunes. C'est le cas dans toutes les différentes élections, ça l'est encore plus sur ce type d'élection peu mobilisatrice. Donc les jeunes risquent de s'abstenir énormément, ce qui peut porter préjudice aux listes dont les jeunes sont le cœur d'électorat. On pense à la France Insoumise, on pense au Rassemblement national. On va vous en parler dans un instant. Question aux sondeurs que vous êtes. Comment se fait-il en pleine crise sociale, alors qu'il y a un débat politique, idéologique qui est très important, comment se fait-il que ça ne mobilise pas notamment les jeunes ? Bon, ça c'est assez historique. C'est-à-dire que la participation aux élections européennes est historiquement basse, quoi qu'il arrive. On a une part de la population qui se détourne des enjeux démocratiques, et d'ailleurs les Gilets jaunes, vous en avez parlé, c'est une part de cette France qui est relativement défiante vis-à-vis des systèmes si représentatifs. Et puis, d'une manière générale, on a un moindre attrait pour la campagne, on le voit dans les différents indicateurs qu'on peut mobiliser, qui va résulter très probablement dans une abstention faible, comme lors des scrutins précédents. Forte, abstention forte. Oui. Participation faible. Absolument. Antoine Léaumont, est-ce que ça vous inquiète justement pour la France Insoumise ? Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui votent pour le parti de Jean-Luc Mélenchon. De fait, oui, la France Insoumise et la candidature de Jean-Luc Mélenchon avaient recueilli à peu près 34% des voix des moins de 34 ans. Donc on a un électorat qui est très jeune, qui est très populaire et qui effectivement, dans une élection européenne, a tendance à s'abstenir. Mais moi, depuis votre antenne, je lance un appel aux gens qui pensent s'abstenir, qui ne veulent pas aller voter. C'est qu'au lendemain de l'élection, si les gens qui sont convaincus par les idées de la France
Insoumise qui ont été convaincus par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle ne vont pas voter. Ce qu'on aura, c'est la liste d'Emmanuel Macron en tête, ou quasi à égalité avec celle du Rassemblement national. Et ça, c'est le paysage rêvé pour Emmanuel Macron. C'est celui qui lui permet de construire un monde politique dans lequel il y a lui, le Rassemblement national, et devinez quoi, au deuxième tour, ce que ça donne, c'est que Marine Le Pen perd systématiquement face à Emmanuel Macron, quelles que soient les enquêtes d'opinion. Donc si les gens ont envie de se donner les moyens d'avoir une force capable de battre Emmanuel Macron dans les échéances qui sont à 2 tours, qui viennent ensuite, qui sont les municipales, les régionales, les départementales et bien sûr l'élection présidentielle de 2022, il faut saisir la chance maintenant d'aller voter pour mettre une raclée à Emmanuel Macron, parce que si on met une raclée à Emmanuel Macron avec une autre liste que la France Insoumise, on ne se donne pas les moyens de le battre dans une élection à 2 tours. Il faut battre Emmanuel Macron dès cette élection et se donner les moyens d'avoir une force capable de le battre dans toutes les échéances suivantes. Même inquiétude pour Europe Écologie Les Verts sur cette abstention. Beaucoup de jeunes votent écolo. Hein. Oui, beaucoup de jeunes. Mais ce qui est inquiétant, c'est que l'intégralité de la classe politique ne se reprenne pas quand on a le premier parti de France qui est très très loin devant même le cumul des 2 premières listes arrivées en tête, qui est l'abstention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a une élection, je vous écoutais parler, vous dites il faut battre... Enfin, je comprendrais si vous me disiez... Même message que Marine Le Pen, je ne vous mets pas sur le même plan idéologique. Où il faut battre la liste aux européennes de La République En Marche. Il faut faire les deux, c'est une seule et même chose. Il faut battre Emmanuel Macron. C'est problématique en fait. Non. Parce qu'à ce moment-là, vous niez l'implication. Laissez-moi parler, je vous ai laissé parler en fait. Je vous répondrai sur ce point. Tout à fait, vous me répondrez, ce sera avec plaisir. Mais en tout cas, au moins laissez-moi expliquer ce que j'ai expliqué. Et en fait, on est sur une élection européenne. C'est déjà quelque chose que les Françaises, les Français vivent comme éloignés, alors que c'est ce qui conditionne la façon dont on vit. C'est-à-dire que toutes les lois prises à Bruxelles vont être répliquées après en France. Et l'essentiel des lois qui sont passées au Parlement proviennent des directives qui ont été votées là-bas. C'est donc capital de voter si on veut décider effectivement de comment notre vie va évoluer. Mais quand on passe son temps sur les plateaux télé, quelles que soient les personnes, à faire d'un débat européen un débat national, quand au lieu de voir M. Bardet, là, dont on parlait tout à l'heure, on ne voit que Marine Le Pen, quand au lieu de voir Mme Loiseau, on ne voit que Emmanuel Macron, alors à ce moment-là, on a un vrai souci parce qu'on ment sans arrêt aux électeurs. Et vous savez quoi ? En plus de ça, il y a un véritable problème de négation de ce qu'est l'engagement politique quand on voit tous ces castings, qu'ils soient à droite ou à gauche. Ça a été, mais même un mercato, même un grand mercato au football, il y a moins d'échanges avec moins de valeur que ce qui s'est passé là sur ces élections. Comment voulez-vous que les Françaises et les Français qui nous demandent d'avoir une éthique, un engagement, de s'engager à faire des choses et les faire après, puissent avoir confiance en une classe politique qui passe de droite à gauche sans y réfléchir, et quand on a un gouvernement qui explique dans les faits, en mettant des gens de droite, de gauche, du centre, peu importe, ensemble sur un même projet, qui n'a plus aucun cœur. Vous voyez, c'est pas un projet qui vient des tripes, c'est pas un projet qu'on vous a promis, c'est pas un projet de société. Quand l'essentiel de la classe politique fait tout pour démontrer, ou en tout cas essayer de démontrer, ou à son corps défendant que la politique n'a plus d'impact sur nos vies, alors on a un problème. Je peux juste répondre sur... Parce que en quelques secondes, on va laisser Maud Gattel s'exprimer, évidemment. Il y a quand même quelque chose qui est problématique, c'est que votre porte-parole, votre tête de liste, Yannick Jadot, a dit qu'au lendemain de l'élection européenne, il était prêt à gouverner avec le PS, avec la droite et avec la République En Marche. Vous faites ce petit jeu qui ne sert à rien. Mais non, mais regardez, madame, un programme, on en a un. On en a un depuis décembre. On est les seuls à avoir fait un programme. Les Français en ont marre parce que quand on défend les mêmes des choses proches, en général, on fait quoi ? On passe pas son temps à taper sur les... Un programme, on en a un depuis décembre. On le porte dans des réunions publiques partout en France. On est, je pense, la force politique qui a fait le plus de réunions publiques pour porter ce programme, qui propose par exemple la règle verte, la planification écologique, la taxe kilométrique aux frontières. Toutes ces propositions, c'est des propositions qu'on fait et qu'on porte systématiquement dans tous les endroits où on peut, que ce soit dans les médias, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans les réunions publiques. Donc la question de porter un programme, c'est fait. Après, il faut avoir l'honnêteté avec les électeurs. Moi, je ne gouvernerai pas. Mes députés ne gouverneront pas avec La République En Marche. Ils ne gouverneront pas avec les Républicains. Ils ne gouverneront pas avec le PS. Et ils ne gouverneront pas avec tous ceux qui forment actuellement, en Europe et en France, je suis désolé, l'ordre établi. Donc nous sommes contre l'ordre établi. Et pour voter contre l'ordre établi, il faut voter pour la liste de la France Insoumise le 26. C'est le principe de l'insoumission. Maud Gattel, quand même. On parlait des 60% annoncés d'abstention, ce qui est une véritable catastrophe, encore une
une fois, au regard des enjeux qui sont devant nous. Et des Même enjeux niveau que 2009 à peu près. un petit peu plus encore. Même un peu plus sans doute. Ouais. Mais alors là où je ne vous rejoins pas, et d'ailleurs votre discours m'a profondément choqué, c'est d'expliquer qu'en fait il faut voter pour Jean-Luc Mélenchon. Alors je vous rappelle que votre tête de liste s'appelle Manon Aubry, parce que c'est celui qui, dans les prochaines élections à deux tours, aura le plus de chances de battre Emmanuel Macron. Absolument. Alors pardon, mais on ne peut pas à la fois se plaindre d'une abstention qui est gravissime pour notre démocratie et en même temps nationaliser une élection justement, ça donne des raisons. Ça donne des raisons d'aller voter. Moi, j'ai envie de voter pour mettre une raclée à Macron. Parlons du projet européen. Moi, j'en ai un. Vous l'avez sorti il y a 15 jours, votre projet. Alors, c'est ce que il est sorti en décembre. Quand on vous demande pourquoi est-ce qu'il faut aller voter, vous nous dites qu'il faut mettre une raclée à Macron. Parlons du projet, peut-être. Comment voulez-vous donner confiance ? Laissez Maud Gattal s'exprimer. Comment donner confiance aux gens quand votre projet européen dit l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron ? Non, mais attendez. Comment voulez-vous que les gens vous prennent au sérieux ? Ils ne peuvent pas. Nous, notre programme, c'est le même qu'à l'élection présidentielle, adapté à l'élection européenne. Voilà, c'est la même chose. Laissez Maud Gattal. Enfin bon, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Non, mais moi, vraiment, honnêtement, je trouve ce discours éminemment choquant de dire envoyer des gens. Enfin, voter pour la liste qui permettra la prochaine fois de battre Macron. Enfin, c'est juste hallucinant. Donc moi, je voudrais revenir sur le sujet. Ça vous embête. Parce que ça vous embête. Non, ça ne m'embête pas. Vous préférez que ça soit le Rassemblement national parce que à chaque fois, vous le battez. Alors, parce que c'est facile. Vous savez, en 2014, le Rassemblement national, le Front national est arrivé en tête. Oui, avec 24% de voix. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Emmanuel Macron qui a été face à lui à l'élection présidentielle et il a gagné. Pour l'Europe, vous savez, on a été vu par tous les peuples européens comme la nationalité française ayant envoyé la plus grande délégation constituée de gens du Front National. Moi, je suis désolée, c'est pas ce que je veux, parce que mon engagement politique, il est lié justement à cette lutte contre le FN. Vous criminalisez les ONG avec exactement les mêmes mots que Matteo Salvini et que le Front National, alors si vous êtes vraiment contre le Rassemblement national. Vous voyez, c'est ça la différence entre la cohérence entre les mots et les actes. C'est-à-dire que quand vous condamnez le Rassemblement national comme une imprécation et que la réalité, c'est que le ministre Castaner utilise les mêmes vocabulaires pour condamner l'action des ONG en Méditerranée que Matteo Salvini, que le le Rassemblement national en est tellement heureux qu'il demande la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, non pas pour essayer de sauver des vies, mais pour taper sur les ONG qui font acte d'assistance à personnes en danger en Méditerranée. À chaque fois que vous faites ça, vous déroulez un peu plus le tapis rouge au Rassemblement national et regardez les résultats. Dans les sondages... Sandra Rogol, on revient sur un débat très franco-français. Là, vous qui dites avoir envie de parler d'Europe. Un petit mot d'Arnaud Benedetti. Non, moi, trois choses. D'abord, il ne faut pas totalement dissocier les enjeux nationaux des enjeux européens, parce que de toute façon, les politiques européennes déterminent beaucoup des enjeux nationaux et beaucoup des politiques publiques nationales. Donc, il ne faut pas non plus réifier, si je puis dire, un clivage qui parfois est un peu artificiel. Il est normal qu'on parle de sujets nationaux, parce que les sujets nationaux sont encore déterminés par les politiques européennes. Premier point. Deuxième point. La stratégie de Macron est une stratégie, en effet, qui est une stratégie qui vise à cliver la scène politique entre deux grands pôles, le pôle représenté par Marine Le Pen, des populistes, et le pôle des progressistes. Sauf que, finalement, c'est une stratégie qui est en train de se retourner contre lui. Parce que la réalité, c'est que il y a une opinion publique aujourd'hui fortement majoritaire qui est quand même très opposée. Et on le voit depuis 6 mois aux politiques menées, alors à tort ou à raison, moi je ne porte pas de jugement là-dessus, mais en tout cas qui est très opposée aux politiques menées par Emmanuel Macron. Donc, se crée nécessairement un appel d'air pour la formation politique qui est la plus proche, finalement, de battre aujourd'hui Emmanuel Macron dans il y a un effet quasiment mécanique. Et là où il est en train, je pense, de réussir un exploit à son corps défendant, c'est qu'il est en train de transformer ce qui était quand même fondamentalement depuis toutes les élections européennes, pas depuis 79, depuis 84, l'émergence du Front National, un vote protestataire en un vote utile anti-Macron. Ça, c'est un vrai sujet. Troisième point, et là je modulerai ce que vous dites. La vérité, c'est que il y a aussi quelque chose de nouveau. Il y a une banalisation du vote du Rassemblement national. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est en train de s'installer dans le paysage politique. C'est-à-dire que le phénomène qui consistait à diaboliser le Front National, le Rassemblement national aujourd'hui, pour finalement, d'abord, à une époque, empêcher la droite républicaine d'arriver au pouvoir, et aujourd'hui, finalement, d'empêcher la droite nationale d'arriver au pouvoir, ce phénomène, cette diabolisation, est en train de perdre grandement de son efficacité. Et donc, il y a une prise de risque supplémentaire d'Emmanuel Macron, parce
que, d'une certaine manière, il est en train de normaliser dans le paysage politique le vote en faveur du Rassemblement national. Pierre-Adrien Bartoli, il y a une polarisation comme ça, et en effet, on commence à parler d'un vote utile pour le Rassemblement national, en tout cas de cette galaxie qui souhaite protester contre Emmanuel Macron. C'est ce qu'on voit dans les chiffres, en fait. L'entrée, entre guillemets, en campagne d'Emmanuel Macron devait servir à redonner un élan à la campagne de sa liste. Or, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'entrée en campagne ou les prises de parole du président de la République, a augmenté le vote motivé justement par la volonté de mettre le président de la République en minorité quelque part. Et on a vu à ce moment-là une stagnation de la liste de la République En Marche qui a atteint comme une sorte de plafond jusqu'à présent, alors que la liste du Rassemblement national, parce que c'est autour de cette liste-là que s'est faite la polarisation. Et un peu des Insoumis aussi. Et un peu les Insoumis également, a commencé à émerger, et alors que les listes avaient toujours été à peu près à égalité durant plusieurs jours, on voit se détacher depuis désormais 4-5 jours assez nettement la liste du Rassemblement national, un peu comme si on était dans le cas d'un référendum anti-Macron et non pro-Macron. Et on entre dans cette dernière semaine de campagne avec cette configuration d'une liste de la République En Marche qui est donc 2 points derrière la liste, devant la liste du président de la République. Mais donc les enjeux européens, pardonnez-moi de le dire d'une façon un peu bête et triviale, mais n'intéressent personne là, puisqu'on est vraiment sur un débat franco-français. Il y a quelque chose d'extrêmement logique dans ça. Je suis désolé, les gens... Quand ils regardent c'est pas logique au moment d'un scrutin européen. Tout à l'heure, vous parliez des choses qui se décident au niveau de l'Union européenne. En réalité, le Parlement européen a extrêmement peu de pouvoir. Il a du pouvoir que sur certains textes, et en particulier, il va avoir du pouvoir sur maintenant les accords de libre-échange. Ça, par exemple, c'est une raison d'envoyer des députés européens insoumis au Parlement européen. Parce que maintenant, M. Macron a décidé qu'on ne votait plus les textes de libre-échange dans les parlements nationaux. Et ben voilà, il faut envoyer des députés de la France insoumise parce qu'eux, au moins, ils voteront contre ces traités de libre-échange, et on le sait. Mais je voudrais dire un truc, vous avez dit le vote du Rassemblement national est en train de se normaliser. Ben forcément, on n'arrête pas dans les médias en particulier de constituer ce duel systématique entre la République En Marche et le Rassemblement national. On fait des unes dans CNews. Non mais c'est pas les médias. Si, c'est les médias. C'est les médias. Ce sont les médias qui depuis des années ont normalisé le vote du Front National. Et pourquoi ? Parce que maintenant, ceux qui possèdent les médias ont bien compris que je veux pas les nommer tous, mais en gros c'est des milliardaires. Ils ont bien compris que le Rassemblement national, même s'il arrivait au pouvoir, ça n'embêterait pas leurs affaires. Parce que quand des gens comme M. Kurz en Autriche, qui sont les alliés du Rassemblement national, font la semaine de 60 heures, quand des gens comme M. Salvini cèdent à l'Union européenne, quand des gens comme le Hongrois Orban dit qu'il va faire les heures supplémentaires payables dans 3 ans, bah, tout ça, c'est une politique qui plaît énormément aux gens qui ont beaucoup d'argent et qui en veulent encore plus. Donc, effectivement, eh bien, il y a une petite tendance en ce moment à dire que finalement, voter pour le Rassemblement national, c'est pas si grave, c'est pas si problématique. Mais moi, je le redis, voter pour le Rassemblement national, c'est perdre au 2e tour face à Emmanuel Macron. Il y a quelques années, c'est les gens du FN qui, pardonnez-moi, qui disaient que les médias étaient la propriété de milliardaires, etc. Mais non, il y avait monsieur Bayrou en 2007. Il y avait monsieur Bayrou en 2007 qui, sur le plateau de Claire Chazal, lui disait droit dans les yeux, c'est un problème que votre patron, monsieur Bouygues, soit aussi un ami de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas besoin d'être un aigle pour savoir que le fait que les médias soient détenus par des milliardaires. Je suis désolé, même l'ONG, je sais plus laquelle, qui parle des médias, s'inquiète du fait que... Reporters sans frontières. Voilà, Reporters sans frontières, quand elle fait les classements, elle dit que la France, le système médiatique en France est problématique. Pourquoi ? Parce qu'il est possédé par les milliardaires. Alors, c'est un autre débat. C'est pas moi, je suis désolé. Il y a un peu trop de choses qui empêchent la presse de faire correctement son travail. Notamment les politiques qui refusent l'accès des journalistes à leurs meetings ou à leurs rencontres. Et en fait, il y a ça. Il y a aussi des violences policières. Et en fait, ce qu'il y a dans les rapports RESF, c'est principalement ça. Mais après, il y a aussi l'émergence en France de médias alternatifs. Vous en avez fait émerger un. Il y en a d'autres. Ce qu'on appelle des pure players qui existent sur Internet. En fait, on n'est pas obligé d'attiser les peurs tout le temps des gens pour arriver à faire évoluer la société, vous savez. Le principal argument de Reporters sans frontières, c'est quand même la concentration capitalistique des médias. C'est pas moi qui l'invente, vous irez lire le rapport, c'est exactement ce qui est écrit dedans. Alors, de mémoire, la France reste 35e au classement mondial de la liberté de la presse. Ça remontait un petit peu. Ce qui est pas scandaleux non plus. Arnaud Benedetti. Non, sauf que l'espace médiatique est en train quand même de considérablement
ont évolué et que aujourd'hui l'existence finalement d'Internet transforme considérablement la donne et l'expression politique. Donc là-dessus, il faut se rassurer. Ça se régule aussi d'une certaine façon parce que tout simplement nous avons de nouveaux moyens de communication et d'ailleurs vous en êtes un des exemples sur ce plateau. Ça change considérablement l'offre médiatique et d'ailleurs ça déstabilise les stratégies de communication des politiques et pas seulement des politiques. Mais je voudrais revenir sur la question de l'abstention. Moi, la question de l'abstention, finalement, on comprend aussi l'abstention. C'est que une grande partie de l'opinion publique considère, vous l'avez dit, que le Parlement européen, finalement, est un organe sans pouvoir. D'ailleurs, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui est quand même l'homme qui a initié les élections européennes au suffrage universel, l'a dit récemment dans une interview. Si vous voulez, il y a le sentiment que finalement, l'Europe, c'est lointain. Ce que je dis là est tout à fait trivial, mais c'est une réalité qui est perçue par nombre de nos compatriotes, que c'est lointain et que finalement c'est un pouvoir qui est non démocratique et qui a confisqué la chose publique. Donc quand vous vous sentez éloigné finalement d'un pouvoir, vous n'allez pas finalement cautionner ce pouvoir en allant voter pour un pouvoir dont vous savez pertinemment que de toute façon il ne va pas tenir compte de votre avis. Il y a aussi ce sentiment qui est diffus dans l'opinion publique et qui explique le taux d'abstention très fort lors des élections européennes. Maud Gattel, et tous les trois, dans les 2 minutes qui nous restent. On paye aussi, et l'abstention en est le révélateur, le fait que depuis 30 ans, on fasse de Bruxelles le bouc émissaire de tous nos maux. C'est-à-dire qu'on a des politiques qui vont à Bruxelles, qui négocient des textes, et quand, à la sortie du Thalys, expliquent que Bruxelles a fait ci, Bruxelles a fait ça. Bruxelles, c'est nous. Le Parlement européen a énormément de pouvoir et il y en a de plus en plus. Le Conseil européen, ce sont nos représentants, ce sont les gens que nous avons élus. Donc, lorsqu'on n'est pas satisfait, c'est auprès des gens qu'on a élus qu'il faut se retourner. Et par ailleurs, avoir fait de Bruxelles quelque chose de lointain, le bouc émissaire de tous nos maux, c'est aussi la manière la plus simple d'éloigner les citoyens de leurs institutions. Et c'est ce pourquoi il faut que dans les derniers jours qui viennent, on parle projet, on parle... En 30 secondes, Antoine. J'ai un point d'accord avec vous. C'est effectivement que l'Union européenne est ce qu'en font les élus de la nation, et en particulier le rôle du président de la République dans ces institutions européennes est central. C'est le président de la République qui peut imposer des rapports de force dans l'Union européenne et qui malheureusement ne le fait pas. Emmanuel Macron a par exemple perdu son rapport de force sur le glyphosate. Il voulait que ça soit interdit en 3 ans, disait-il. Finalement, il y a eu une prolongation de l'autorisation de commercialisation du glyphosate pendant 5 ans, et ensuite c'est pas interdit. Et ensuite c'est pas interdit. Ensuite on en rediscute. Et nous à 3. Donc pendant combien de temps vous allez nous faire manger du glyphosate? Que ce soit Bruxelles ou que ce soit Monsieur Macron, je n'ai pas envie d'en manger. Voilà, c'est tout. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a intéressé, vous a convaincu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus. Si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici. Et puis, si ce que j'ai dit dans cette émission vous a intéressé, je vous invite aussi à regarder une autre vidéo que j'ai faite juste avant, qui parle un peu de la même chose, mais de manière beaucoup plus détaillée. Donc voilà, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!